Tous les lundis, mon mari apportait un sac lourd à la. Je n'ai compris que trop tard ce qu'il contenait vraiment. Ne touche pas à ce sac. Il l'a dit sans lever les yeux, d'un ton sec, presque mécanique. Le sac reposait près de la porte, comme chaque lundi. Un sac sombre, usé. Trop lourd pour contenir des vêtements, trop discret pour attirer l'attention. Et pourtant, ce jour-là, cette phrase m'a traversé comme une gifle. J'ai retiré ma main. Pas par peur. Par habitude. Depuis des années, le lundi avait son rituel. Il partait tôt le matin. Revenait en fin d'après-midi avec ce sac. Il le déposait toujours au même endroit. Il le reprenait le lendemain, vide ou presque. Je n'avais jamais posé de questions. Les couples durables apprennent à ne pas tout interroger. On appelle cela la confiance. Parfois c'est juste de la lassitude polie. Mais ce jour-là, quelque chose a résisté en moi. Pourquoi? Et ai-je demandé, doucement. Il a soupiré. Le soupir de quelqu'un qu'on dérange dans un ordre bien huilé. C'est lourd. Je m'en occupe. Je me suis tue. Comme souvent. Mais ce silence n'était plus le même. Il ne calmait rien. Il enregistrait. Je l'ai observé, prendre le sac, le porter jusqu'à la chambre. Le poser derrière l'armoire. Un geste précis, presque protecteur. Ce n'était pas un sac ordinaire. Ce n'était pas non plus un simple secret banal. Il y avait dans sa manière de faire quelque chose de trop organisé pour être anodin. La soirée a repris son cours. Le dîner. La télévision allumée sans être regardée. Les phrases échangées par habitude. Lui parlait peu. Moi, je l'écoutais d'une oreille distraite. Le sac n'était plus là. Mais il occupait toute la pièce. Je me suis demandé depuis quand ce rituel existait. 10 ans? 15? Avait-il toujours été là? Ou s'était-il glissé doucement dans nos vies, comme tant d'autres choses, auxquelles on s'habitue sans les voir arriver? J'ai repensé au lundi passé, à mon indifférence soigneusement entretenue, à ma fatigue aussi. On ne pose pas de questions quand on est fatigué de maintenir la paix. Cette nuit, Allah, je n'ai pas dormi. Pas à cause de la peur. À cause d'une lucidité nouvelle. Je revoyais les détails que j'avais rangés dans la catégorie inutile. À comprendre. Les horaires précis. Les absences récurrentes. Les réponses évasives. C'est pour le boulot. C'est une affaire personnelle. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Cette phrase-là revenait souvent. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Avec le recul, je comprends ce qu'elle voulait dire. Tu n'as pas besoin de savoir. Au petit matin, il est parti comme d'habitude. Le sac avec lui. Je suis restée seule dans la cuisine, face à une tasse de café refroidie. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient à peine. Pas de colère. Pas encore. Juste cette sensation étrange d'avoir vécu trop longtemps à côté de quelque chose de essentiel, sans jamais l'affronter. Je me suis levée. J'ai ouvert le carnet que je n'utilisais plus que pour des listes sans importance. J'ai écrit la date. Puis une phrase simple. Tous les lundis, il apporte un sac lourd. Interdiction d'y toucher. L'écrire m'a fait du bien. Mettre des mots là où il n'y avait que des habitudes. Ce n'était pas une accusation. C'était un constat. Quand il est rentré le soir, j'ai regardé le sac différemment. Non plus comme un objet, mais comme un symbole. Quelque chose qu'on déplace sans cesse pour éviter de le regarder. Quelque chose qu'on protège plus que les paroles. Je n'ai rien dit. Pas ce jour-là. Je savais désormais
Que poser la question trop tôt fermerait la porte. Le secret se refermerait sur lui-même. Je voulais comprendre, pas provoquer un déni. Ce premier jour n'a rien révélé de concret. Mais il a marqué un basculement invisible. Je n'étais plus la femme qui ne remarque pas. Je devenais celle qui observe. Et quand on commence à observer vraiment, les lundis cessent d'être des jours ordinaires. Avant que ce sac ne prenne toute la place dans mon esprit, il y avait eu une vie entière, construite sur autre chose. Une vie simple, patiente, faite de compromis, que je croyais équilibrée. Revenir en arrière m'a aidé à comprendre comment je avais pu accepter, sans même m'en rendre compte, qu'un objet muet dicte désormais le rythme de nos lundis. Je me suis revue plus jeune, au début de notre mariage. Nous n'avions pas grand à chose, mais nous avions cette certitude tranquille, que l'essentiel se construisait à deux. Il parlait peu, déjà. Moi, je remplissais les silences. Je pensais que c'était notre manière d'être ensemble. Gare parlait peu, discret, moi, attentive. J'appelais cela de la complémentarité. Je n'avais pas encore appris à reconnaître la frontière fine entre le respect et l'effacement. Quand le travail a pris plus de place dans sa vie, je n'ai pas protesté. Je m'occupais du reste. La maison, les repas, les rendez-vous, les imprévus. J'aimais cette sensation d'être utile, indispensable même. Lui disais souvent « Heureusement que tu es là ». Ces mots me suffisaient. Je n'avais pas besoin de détails. Penser à je. Je n'avais pas besoin de tout savoir pour aimer. Les années ont passé ainsi, sans éclat, des habitudes solides, rassurantes. Les lundis étaient déjà particuliers. Il partait tôt, revenait tard. Au début, les lundis étaient des jours. Ou alors je ne l'ai pas remarqué. C'est possible. Les choses importantes commencent parfois par être invisibles. Je me souviens du moment où le sac est apparu. Pas comme une rupture, mais comme une continuité logique. Un objet de plus dans le décor. Je lui ai demandé une fois, distraitement. C'est pour le travail. Il avait répondu sans hésiter. Oui. Des dossiers. J'avais hoché la tête. Des dossiers expliquent beaucoup de choses. Ils justifient le poids, le silence, la prudence. Ils permettent de ne pas aller plus loin. Et moi, je ne suis pas allé plus loin. À cette époque, j'étais déjà fatiguée. Pas physiquement. Intérieurement. Fatiguée de maintenir une harmonie fragile. De choisir mes mots. De ne pas déranger. On ne pose pas de questions quand on a peur que les réponses fissurent ce qui tient. Encore. J'avais appris à préférer la continuité à la vérité complète. Il y avait aussi cette idée profondément ancrée. Un couple solide ne s'épie pas. La confiance se prouve par l'absence de curiosité. C'est ce qu'on m'avait transmis. Alors je faisais taire les petites alertes intérieures. Je les appelais impressions, sensibilité excessive. Je les rangeais avec le reste. Quand nos enfants ont quitté la maison, le silence s'est épaissi. Lui gardait ses habitudes. Moi, je comblais autrement. Des activités, des routines, des visites. Le sac, lui, était toujours là, fidèle, pesant. Je l'acceptais comme on accepte une pièce fermée dans une maison. Tant qu'on n'y entre pas, elle n'existe pas vraiment. Avec le recul, je comprends que cette période a préparé le terrain. J'avais appris à ne pas demander, à me satisfaire de demi-réponse, à confondre la paix
avec l'absence de conflit. Cette confusion est dangereuse. Elle anesthésie doucement le discernement. Je repense à certaines phrases, aujourd'hui. Ce n'est rien. Tu te fais des idées. Fais à moi confiance. Elle formait une musique familière, apaisante en surface, mais une musique peut aussi couvrir un bruit plus grave. Ce retour sur le passé ne m'a pas rempli de colère. Il m'a rempli de lucidité. J'ai vu une femme qui avait donné sans compter, qui avait choisi la stabilité, plutôt que l'exploration, le lien plutôt que la confrontation. Je ne me juge pas pour cela, je comprends. Mais ce que je comprenais surtout, en repensant à ces années, c'est que le sac n'était pas une anomalie soudaine. Il était le symptôme visible d'un fonctionnement ancien. Celui où certaines choses se décident sans moi. Où certaines zones me sont interdites pour mon bien. Ce lundi est là. Quand j'ai écrit cette phrase dans mon carnet, ce n'était pas seulement le sac que je regardais différemment. C'était toute notre histoire. Et dans ce regard nouveau, je ne cherchais pas encore la vérité. Je cherchais la cohérence. Car comprendre d'où l'on vient, c'est souvent la première étape avant distro. Le 4 listroble d'Az. Oser regarder ce qui nous attend. Les premiers signes n'ont pas été des révélations brutales. Ils ont pris la forme de petites mises à distance, presque courtoises, qui s'accumulaient sans faire de bruit. Des détails que l'on excuse facilement. Quand on a passé sa vie à préserver l'équilibre. Il y avait d'abord la manière. Le sac n'était jamais posé n'importe où. Il avait sa place, précise. Et cette place semblait interdite. Quand je m'approchais trop près, il se raidissait imperceptiblement. Un pas de côté. Une main qui se tendait. Un regard qui disait laisse. Rien de violent. Juste une frontière tracée sans mots. Puis il y a eu les phrases. Courtes, pratiques. Ne t'en occupe pas, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir. Elles étaient dites, calmement, comme des évidences. Et moi, je les recevais comme on reçoit des consignes domestiques. Je n'y voyais pas encore un rejet. Je croyais à une pudeur, à un souci de ne pas m'impliquer. J'appelais cela du respect. Avec le temps, j'ai compris que c'était une exclusion polie. Les lundis, surtout, avaient changé de texture. Il parlait moins. Répondait à côté. Quand je racontais ma journée, il acquiesçait sans écouter vraiment. Son attention était ailleurs, déjà engagée dans ce qu'il allait faire du sac. Je sentais que ces heures lui appartenaient plus qu'à nous, et je m'habituais à cette absence présente. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, des rendez-vous annulés au dernier moment. Des silences prolongés quand je posais une question trop précise. Une irritation feutrée, si j'insistais. Tu te fais des idées. Cette phrase revenait comme un pansement. Elle fermait la discussion en douceur. Elle me renvoyait à moi, à ma supposée sensibilité excessive. Peu à peu, j'ai ajusté mon comportement. J'ai cessé de poser certaines questions. J'ai appris à détourner le regard quand il passait avec le sac. J'ai rangé ma curiosité avec mes vieilles habitudes dans un tiroir qu'on n'ouvre plus. Ce renoncement, je ne l'ai pas vécu comme une perte. Je l'ai vécu comme une compétence relationnelle. Savoir quand se taire pour que tout continue. Mais ce silence avait un prix. Je me sentais inutilement de trop. Comme si une partie de la vie de mon mari se déroulait dans une pièce où je n'avais plus la clé. Et ce sentiment-là ne s'exprimait pas par des larmes ou des disputes.
Il s'exprimait par une fatigue diffuse, un repli discret. Je devenais prudente, mesurée, presque transparente les lundis. Il y a eu aussi ces moments où je me sentais jugée pour des choses dérisoires. Un commentaire sur ma façon d'organiser la maison. Une remarque sur mon rythme. Tu pourrais te reposer. Tu n'es pas obligé de tout faire. Ces phrases semblaient bienveillantes. En réalité, elles m'écartaient. Elles me disaient « Reste à ta place, une place tranquille, mais limitée. » Un soir, j'ai fait tomber le sac par inadvertance en passant l'aspirateur. Le bruit sourd qu'il a fait en touchant le sol m'a surprise. Il est accouru, trop vite. Comme on protège quelque chose de fragile. Il n'a pas crié. Il a simplement pris le sac, l'a remis debout, et m'a dit, d'une voix basse, « Fais attention. » Cette phrase, anodine en apparence, m'a glacée. Elle contenait plus de reproches que toutes les disputes que nous n'avions jamais eues. Je me suis excusée. Automatiquement. Comme si j'avais commis une faute, et en m'excusant, j'ai senti une humiliation légère, presque imperceptible. Pas celle qui fait pleurer, celle qui s'installe et modifie la posture. Je me suis redressée moins. J'ai parlé plus doucement, j'ai pris moins de place. À force, je me suis demandé si je n'étais pas devenue une invitée dans ma propre maison certains jours. Le sac, silencieux, imposait sa loi. Il décidait des trajets, des horaires, de l'humeur, et moi je m'adaptais. Parce que m'adapter avait toujours été ma manière d'aimer. Ces petites humiliations, prises séparément, n'auraient convaincu personne. Elles étaient trop subtiles, trop ordinaires, mais ensemble, elles dessinaient une vérité claire. Quelque chose se faisait sans moi, et l'on attendait de moi que je n'en demande pas plus. Je n'en voulais pas encore à mon mari. Pas vraiment. Je m'en voulais surtout de ne plus me reconnaître, de me voir contourner mes propres questions pour préserver une tranquillité qui ne me protégeait plus. C'est à ce moment, à là, que j'ai cessé de me dire que ce n'était rien. Que j'ai cessé de appeler respect ce qui était devenu une mise à l'écart. Je n'avais pas encore décidé d'agir, mais je savais désormais que ce malaise n'était pas une faiblesse. C'était un signal. Et quand un signal persiste, le plus dangereux n'est pas de l'écouter trop tôt. C'est de continuer à faire semblant de ne pas l'entendre. La goutte d'eau n'est pas arrivée un lundi. Elle est tombée un jeudi. Jour sans rituel, sans attente particulière. C'est peut-être pour cela qu'elle m'a frappé si fort. J'étais en train de rendre cela qu'elle m'a frappé. J'ai remarqué que l'armoire avait été déplacée de quelques centimètres. Rien de visible pour un œil distrait. Mais moi, je le savais. Je savais où chaque chose se tenait depuis des années. Derrière l'armoire, il y avait une trappe basse que nous n'utilisions plus. Une niche ancienne, héritée de la maison. Bonne pour les valises hors saison. Elle était fermée, trop fermée, avec un cadenas que je n'avais jamais vu. Mon cœur n'a pas accéléré. Il s'est, au contraire, figé. Je me suis accroupie. J'ai passé la main sur le métal froid. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus une sensation diffuse. C'était une décision matérialisée. Quelque chose avait été caché chez moi, dans ma maison, sans que je le sache, et volontairement. Je me suis relevée lentement. J'ai refermé l'armoire. Je n'ai pas touché au cadenas. Pas encore. Je sentais que si je forçais maintenant, je provoquerais un affrontement brut. Une fermeture immédiate. Je voulais comprendre avant de confronter. Quand il est rentré le soir,
J'ai observé ses gestes avec une attention nouvelle. Il a posé ses clés, enlevé son manteau, jeté un coup d'œil rapide vers la chambre. Ce regard, furtif, m'a suffi. Il surveillait. Ce qui était caché n'était plus seulement un objet, c'était une zone de contrôle. Tu as déplacé l'armoire. Et ai-je demandé, comme on poserait une question anodine. Il a marqué un temps d'arrêt, une fraction de seconde. Puis il a répondu. Oui. Pour faire un peu de place. Cette réponse, simple en apparence, a tout fait basculer. Elle était trop lisse, trop prête. Elle n'appelait pas de suite. Elle fermait la porte. Je n'ai rien dit de plus. Nous avons dîné dans un calme étrange. Je sentais la distance entre nous, comme une vitre épaisse. Pas un conflit. Une séparation silencieuse. Il parlait peu, moi encore moins. Ce n'était pas de la colère. C'était une prise de conscience. La nuit a été blanche. Non pas agitée, mais lucide. Les images se sont alignées sans effort. Le sac du lundi, la place interdite, les phrases répétées, le cadenas. Tout formait désormais un ensemble cohérent. Il ne s'agissait plus d'un secret maladroit ou d'une pudeur excessive. Il s'agissait d'une organisation, d'un système pensé pour m'écarter. Au petit matin, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. J'ai pris mes papiers, les relevés, les courriers. J'ai ouvert les classeurs que je n'ouvrais plus. J'ai cherché des traces. Non par suspicion maladive, mais parce que l'injustice, quand elle devient concrète, exige des faits, et j'en ai trouvé, des virements réguliers, toujours le lundi, des montants ronds, trop ronds pour être anodins, des retraits en espèces, répétés, précis, comme un battement régulier. Je n'ai pas compris immédiatement la destination. Mais j'ai compris une chose essentielle. Ce sac ne transportait pas des dossiers. Il transportait une réalité parallèle. Quand je l'ai confronté, ce soir-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai posé les relevés sur la table, un par un. Avec la même précision que lui m'était apporté ce sac. Chaque semaine, explique à moi, et à jeudi. Il a pâli. Il a tenté une diversion. Des mots flous, des justifications anciennes. Pour aider, pour régler, pour éviter des problèmes. J'ai attendu qu'il s'épuise. Puis j'ai posé la seule question qui comptait. Pourquoi sans moi? Il a baissé les yeux. Et dans ce geste, j'ai vu toute la vérité. Ce n'était pas une omission, c'était un choix répété, assumé, protégé par mon silence. Ce soir, Allah, quelque chose s'est définitivement rompu. Pas notre couple encore, mais l'illusion que je pouvais continuer à ne pas savoir. L'injustice n'était plus symbolique. Elle était financière, matérielle, organisée. Et elle m'avait tenu à l'écart comme on tient quelqu'un à distance un danger. Sauf que le danger, c'était la vérité. J'ai noté les dates, les montants. J'ai senti une colère froide, mais surtout une détermination calme. Je ne serais plus spectatrice. La goutte d'eau n'avait pas fait déborder le vase. Elle m'avait montré qu'il était fissuré depuis longtemps. Et qu'il était temps de décider ce que j'allais faire de ces fissures. Après cette découverte, mes nuits ont changé de nature. Je ne dormais pas, mais je ne luttais pas non plus contre l'insomnie. J'étais éveillée, attentive. Comme si mon esprit avait décidé de prendre le relais, là où le cœur refusait encore d'aller. Les chiffres, les dates, les retraits du lundi, revenaient avec une régularité implacable. Ils formaient une cadence, un métronome silencieux,
qui battait depuis des années sans que je l'entende. Je me suis demandé comment j'avais pu ne rien voir. Puis j'ai cessé de me poser la question. Elle était injuste envers moi-même. On ne voit pas ce qui est soigneusement organisé, pour rester invisible. On ne soupçonne pas celui avec qui l'on a bâti une vie. Quand la confiance a été patiemment installée comme une évidence. Morale. La faute n'était pas mon aveuglement, c'était l'exclusion méthodique. Je passais en revue les souvenirs, avec une lucidité nouvelle. Les phrases qui autrefois me rassuraient prenaient une autre couleur. Ne t'inquiète pas. C'est compliqué, je gère. Ces mots n'étaient plus protecteurs. Ils étaient des barrages. Et j'avais vécu derrière ces barrages, croyant être à l'abri, alors qu'on m'en tenait à distance. Le jour, je faisais comme si de rien n'était. Je préparais les repas, je rangeais. Je répondais avec la même voix posée. Ce masque n'était pas une lâcheté. C'était une stratégie. Je savais désormais que la colère précipitée apporte que des aveux partiels. Je voulais comprendre l'ensemble avant d'agir. Comprendre n'est pas excuser, c'est se donner une chance de ne pas se tromper. J'ai pris un carnet neuf. Pas celui des listes domestiques, mais un carnet pour moi. J'y ai noté les faits, sans adjectif, les montants exacts, les dates, les variations. J'ai reconstitué une chronologie. Le travail était presque apaisant. Mettre de l'ordre, c'est reprendre du pouvoir sur le chaos. Et ce pouvoir-là, je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. Par moments, le doute revenait, insidieux. Et s'il y avait une bonne raison? Et si je faisais fausse route? Je laissais ces questions passer, puis je revenais aux faits. Les faits ne crient pas. Ils tiennent. Ils ne demandent pas à être crus, ils demandent à être regardés. Et ce que je voyais était simple. Des décisions répétées, prises sans moi, engageant notre vie commune. Je priais parfois, sans formule. Pas pour qu'il change. Pas pour que la situation s'arrange comme par miracle. Je priais pour rester droite. Pour ne pas me perdre dans la rancœur, ni dans l'auto-accusation. Pour garder cette clarté calme qui m'avait saisi au moment de la découverte. Cette clarté était fragile. Je la protégeais comme on protège une flamme. Je me suis aussi renseigné, discrètement. Des mots techniques, des procédures possibles, des droits que je connaissais mal. Je n'en parlais à personne. Pas encore. Ce silence n'était plus celui de la soumission, c'était celui de la préparation. Je savais que parler trop tôt exposerait mon intention et donnerait à l'autre le temps de verrouiller davantage. La prudence devenait une forme de respect de moi. À même. Un soir, il a tenté de reprendre une conversation anodine. Comme si rien n'avait été déplacé. J'ai répondu mesuré. Je sentais chez lui une vigilance nouvelle. Un regard qui cherchait à lire sur mon visage ce que je savais. Je ne lui ai rien offert, ni accusation, ni pardon anticipé. La vérité n'avait pas besoin de spectacle pour exister. À l'intérieur, quelque chose se réorganisait. Je ne me voyais plus comme ma compagne tenue à l'écart pour son bien. Je ne voyais comme une femme, à qui l'on avait retiré une information essentielle, et qui décidait de la reprendre. Ces différences changent tout. Elles redressent la posture, calment la voix, rendent les gestes précis. J'ai compris aussi que cette épreuve me demandait du temps. Pas pour guérir, ce mot était trop rapide, mais pour ajuster. Ajuster ma manière d'être, mes attentes, mes limites.
Il ne s'agissait pas encore de quitter, ni de pardonner. Il s'agissait de préparer un terrain où je ne serais plus jamais mise devant le fait accompli. La nuit suivante, en refermant le carnet, j'ai écrit une phrase simple. Je ne déciderai plus dans l'ignorance. Elle n'était ni une menace, ni un ultimatum. Elle était une promesse. À moi-même. Cette phase d'introspection n'avait rien de spectaculaire. Elle était dense, silencieuse, exigeante. Mais elle était indispensable. Avant toute confrontation. Avant toute décision visible. Il fallait cette chose-là, cesser de confondre la paix avec l'aveuglement. Et dans ce calme tendu, j'ai senti que le temps du simple constat était terminé. La préparation avait commencé. La décision de me préparer n'a pas été prise dans l'élan. Elle s'est imposée, comme une évidence tranquille, presque administrative. Une fois que l'on accepte de regarder la réalité en face, il faut lui donner une forme concrète. Sinon elle se dissout dans les intentions. Je savais que ce qui allait suivre devait être précis, légal, irréprochable. Rien ne devait être laissé au hasard, ni à l'émotion. J'ai commencé par prendre rendez-vous chez un notaire. Pas celui que nous connaissions tous les deux. Un autre, recommandé discrètement, à l'écart de nos habitudes. J'y suis allée seule, à matin gris, avec mon carnet et mes relevés. Je n'ai pas parlé de trahison ni de colère. J'ai parlé de faits, de flux financiers, de décisions prises sans consentement. Le notaire m'a écouté longuement, sans m'interrompre. Ce silence professionnel m'a rassuré. Il signifiait que ce que je racontais était sérieux. Il m'a expliqué mes droits. Les miens, pas les nôtres. Cette distinction m'a frappée. Pendant des années, je n'avais pensé qu'en termes de nous. J'apprenais à penser, je, sans culpabilité. J'ai compris que la loi n'était pas une arme, mais un cadre. Un cadre qui protège quand la confiance ne suffit plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ouvert un compte bancaire à mon nom seul. Un geste simple, presque banal. Et pourtant, en signant les documents, j'ai ressenti une liberté inattendue. Ce n'était pas une séparation. C'était une mise à l'abri. Une manière de dire « ceci m'appartient et je le sais ». J'ai aussi fait l'inventaire de ce qui m'appartenait réellement. Les biens, les objets, les papiers. J'ai découvert que certaines choses étaient déjà moins claires que je ne le pensais. Des signatures données autrefois par facilité. Des décisions prises à deux, mais exécutées par un seul. J'ai noté, classé, vérifié. Chaque vérification me rendait un peu de solidité. Parallèlement, j'ai continué à jouer mon rôle habituel. Je préparais les repas. Je posais les mêmes questions anodines. Je souriais quand il fallait. Ce masque de normalité n'était pas une dissimulation malhonnête, c'était une protection. Je savais que toute modification de mon comportement éveillerait sa vigilance. Je n'avais pas besoin de provoquer, je construisais. Un après-midi, j'ai rédigé un testament. Le mot m'a d'abord semblé excessif. Puis, il m'a paru évident. Il ne s'agissait pas de prévoir la fin, mais de remettre de l'ordre. De dire clairement ce que je voulais transmettre et à qui. J'ai écrit calmement, sans revanche, sans mise en scène. La clarté est la forme la plus élégante de fermeté. J'ai également commencé à préparer la mise en vente. La clarté est la forme la plus élégante de un bien que je possédais en propre, hérité de ma famille. Il n'en connaissait pas tous les détails. Je n'avais jamais jugé utile de les préciser. Désormais, je les maîtrisais parfaitement.
Ce bien représentait plus qu'une valeur financière. Il était une marge de manœuvre, une porte ouverte. Chaque démarche renforçait ma tranquillité intérieure. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais responsable. Responsable de ma sécurité, de ma dignité, de mon avenir. Cette responsabilité-là ne se délègue pas. Elle s'assume. Il y a eu des moments de fatigue, bien sûr. Des instants où j'aurais voulu que tout s'arrête. Que quelqu'un prenne la décision à ma place. Mais ces moments passaient. Ils étaient moins forts que cette certitude nouvelle. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais en mouvement. Je me souviens d'un lundi particulier. Il est rentré avec le sac, comme toujours. Je l'ai regardé le poser. J'ai senti en moi un calme presque déroutant. Ce sac n'était plus une menace. Il était un élément parmi d'autres, déjà intégré dans une stratégie plus large. Il ne me dominait plus. Le soir, j'ai relu mes notes. Tout était prêt ou en cours. Les pièces s'alignaient. Il n'y avait plus qu'à attendre le bon moment. Pas pour frapper fort, mais pour révéler la vérité. Quand elle est préparée avec rigueur, n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Cette phase de préparation a été la plus exigeante. Elle demandait de la patience, de la discrétion et une confiance absolue en mes propres décisions. Mais elle m'a aussi rendu plus solide que je ne l'avais jamais été. Je savais désormais que le piège ne se refermerait pas par surprise, mais par cohérence. Et que, le moment venu, je serais prête à rester droite, sans crier, sans me justifier. Car la véritable force, je l'apprenais enfin, ne réside pas dans l'affrontement, mais dans la maîtrise silencieuse de ce que l'on choisit de protéger. Le moment où tout s'est dévoilé n'a pas eu lieu dans un éclat. Il s'est imposé avec la netteté d'un constat, presque banal dans sa forme, irréversible dans ses conséquences. J'avais choisi un lundi. Évidemment. Les rituels ne se brisent pas. Il se retourne. Il est rentré plus tôt que d'habitude. Le sac était là, toujours le même, posé avec cette précaution excessive qui trahissait son importance. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai laissé le temps s'installer, ce temps lourd que je connaissais désormais mieux que lui. Je préparais le dîner, posais les couverts, comme si rien n'était différent. Et pourtant, tout l'était. Quand nous nous sommes assis, j'ai sorti la chemise. Pas brusquement, pas comme une accusation. Je l'ai posée sur la table entre nous, à égale distance. Il a regardé la chemise, puis moi. J'ai vu dans ses yeux le calcul commencer. Cette tentative rapide d'anticiper ce que je savais. Je n'ai pas parlé. Le silence l'a obligé à se dévoiler le premier. Qu'est-ce que c'est? A.A.T.A. Il demandait. J'ai ouvert la chemise. J'ai aligné les relevés, les dates, les montants. J'ai montré la régularité, la précision, l'absence de hasard. J'ai fait glisser un document, puis un autre. Je n'ai pas commenté. Les chiffres parlaient mieux que moi. Il a tenté de sourire, un sourire mal assuré. Je t'expliquerai, maintenant, et ai-je répondu. Ce mot, simple, a tout changé. Il a compris qu'il n'y avait plus de terrain flou où se réfugier. Plus de phrases apaisantes. Plus de je gère. Il a commencé à parler, vite trop vite. Des justifications anciennes, recyclées. Une urgence familiale. Une dette à régler. Un problème qui ne me concernait pas. J'ai laissé les mots couler jusqu'à ce qu'ils se heurtent à leur propre incohérence. Puis j'ai posé la question que je gardais depuis le début, celle qui n'admettait pas de détour. Pourquoi sans moi? Il a baissé les yeux.
Longtemps, ce silence-là n'était pas le mien, c'était le sien, enfin exposé. J'ai compris à cet instant que le sac n'était pas seulement un moyen de transport. C'était un écran. Une façon de décider, d'agir, d'organiser une part de notre vie à l'abri de mon regard. Je voulais te protéger. Aatea il dit. Cette phrase, je l'ai reçue comme on reçoit un aveu. Protéger, ici, signifiait choisir à ma place. Me tenir à distance, me considérer comme incapable d'entendre, de comprendre, de décider. J'ai hoché la tête, lentement. Pas pour approuver. Pour marquer que j'avais compris le mécanisme. Alors j'ai sorti le dernier document. Celui qui change tout, quand il arrive au bon moment. Les démarches engagées. Le compte ouvert. Le testament rédigé. La mise en vente en cours. Je n'ai pas brandi ces papiers. Je les ai montrés avec la même sobriété que lui mettait à poser son sac. Il a pâli, la colère est venue ensuite, comme une vague tardive. Tu n'avais pas le droit, j'ai le droit. Ai-je répondu calmement. Le mien. Il a parlé plus fort. J'ai baissé la voix. Il a accusé. Je suis resté factuel. Il a tenté la culpabilité, puis la supplication. Rien ne prenait, parce que je n'étais plus dans l'émotion. J'étais dans la cohérence, et la cohérence est un terrain où l'excuse glisse. Le sac était toujours là, près de la porte. Pour la première fois, je l'ai regardé sans ressentir de tension. Il avait perdu son pouvoir. Il n'était plus un mystère, mais un élément d'un système désormais exposé. Le piège ne s'était pas refermé par surprise. Il s'était refermé par évidence. Quand le silence est revenu, il n'était plus lourd. Il était définitif. Chacun mesurait ce qui venait de se passer. Les décisions prises, les marges de manœuvre réduites. Je me suis levé, j'ai rangé les papiers. J'ai dit simplement, nous parlerons de la suite, quand tu seras prêt à parler vrai. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. La confrontation n'avait pas produit de victoire visible. Pas de scène mémorable. Elle avait produit quelque chose de plus solide. Un renversement. Les rôles s'étaient rééquilibrés. Le secret n'était plus un refuge. Il était devenu une charge. Ce soir-là, en me couchant, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement. J'ai ressenti une paix lucide. Celle qui naît quand on n'a plus à deviner, quand la vérité, même inconfortable, est enfin posée à plat. Le piège s'était refermé sans claquement. Et dans ce silence nouveau, le piège s'était refermé sans moi. Et après cette confrontation, la maison n'a pas explosé. Elle s'est fissurée lentement, presque élégamment, comme ces vieilles porcelaines, qui se fondent sans bruit avant de se séparer en deux. L'éclatement familial ne s'est pas manifesté par des cris, mais par une succession de regards évités, de phrases inachevées, de questions suspendues. Il y a d'abord eu le silence. Un silence lourd, mais différent de ceux que j'avais connus. Ce n'était plus un silence qui m'effaçait. C'était un silence qui le mettait, face à lui, à même. Il tournait en rond, cherchait des appuis, des alliés. Il appelait sa sœur plus souvent. Je l'entendais chuchoter derrière des portes closes. Le sac avait disparu. Ou plutôt, il n'avait plus de raison d'être. Ce détail, en apparence anodin, disait beaucoup. Les explications qu'il donnait autour de lui variaient selon les interlocuteurs. À l'un, il parlait d'un malentendu. À l'autre, d'une exagération de ma part. À un troisième, d'un conflit passager. La vérité, fragmentée, circulait sans jamais se fixer. Et dans cette dispersion,
Les responsabilités se diluaient. Chacun tentait de sauver sa place, dans un récit qui ne tenait de plus. Sa sœur est venue une fois, sans prévenir. Elle a franchi le seuil avec une assurance mêlée de nervosité. Elle a parlé vite, beaucoup, de reconnaissance, de nécessité, de ce qu'elle estimait être normal. Elle ne m'a jamais regardé vraiment, comme si je n'étais qu'un décor obligé. Je l'ai écoutée jusqu'au bout. Puis je lui ai dit que les décisions financières, qui m'avaient concerné, sans mon accord, étaient plus possibles, rien de plus, rien de moins. Elle est repartie vexée. J'ai senti la tension se déplacer, changer de forme. Ce n'était plus moi le centre du malaise. C'était la situation, elle-même, désormais exposée. Les non-dits devenaient encombrants. Les arrangements discrets, intenables, les enfants, eux, ont perçu le changement sans en connaître les détails. Ils sentaient que quelque chose avait bougé. Les conversations devenaient prudentes. Les visites plus rares. Chacun hésitait à prendre parti, à poser des questions. Le système familial, construit sur l'évitement, se retrouvait face à un obstacle qu'il ne pouvait contourner. Je me suis tenu à distance, non par froideur, mais par nécessité. Je n'avais plus à expliquer, à convaincre, à justifier. Les faits parlaient désormais pour moi. Et cette distance me permettait de voir plus clair. J'observais les réactions, les alliances temporaires, les tentatives de minimisation. Tout cela me confirmait que la vérité, une fois sortie de l'ombre, provoque toujours un réaménagement. Il y a eu des moments de colère, bien sûr, des reproches murmurés, des accusations à peine voilées. Tu aurais pu en parler avant. Tu aurais dû comprendre. Ces phrases visaient à me rendre responsable d'un désordre que je n'avais fait que révéler. Je les ai laissées passer. Elles faisaient partie du processus. Quand un système s'effondre, ceux qui en profitaient cherchent un coupable. Peu à peu, la maison a changé d'atmosphère. Les repas étaient plus courts. Les discussions plus factuelles. L'intimité avait reculé. Ce n'était pas une punition. C'était une conséquence. On ne retrouve pas immédiatement la proximité, après une vérité trop longtemps tenue à distance. J'ai commencé à passer plus de temps ailleurs. Chez une amie, à la bibliothèque. En marchant. Ces sorties n'étaient pas des fuites, elles étaient des respirations. Elles me rappelaient que ma vie ne se limitait pas à ce noyau familial, en recomposition. Il existait un monde où je n'étais pas définie par un conflit. À distance, je voyais mieux la transformation en cours. Les rôles se redistribuaient. Les certitudes vacillaient. Certains liens se relâchaient. D'autres tentaient de se resserrer maladroitement. Rien n'était stable. Et dans cette instabilité, je me sentais paradoxalement plus solide que jamais. Je n'intervenais que lorsque c'était nécessaire, avec des phrases courtes, des limites claires. Je n'expliquais plus, j'énonçais. Cette posture nouvelle surprenait. Elle déstabilisait ceux qui me connaissaient comme conciliante, accommodante. Mais elle me correspondait enfin. L'éclatement familial n'était pas une destruction totale. C'était une mise à nu. Les mensonges, privés de leur utilité, perdaient leur pouvoir. Les alliances fondées sur le silence se fragilisaient. Chacun était renvoyé à ses propres choix. Je savais que ce processus serait long, qu'il laisserait des traces. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus reculer. Être témoin de ce chaos à distance n'était pas une indifférence. C'était une manière de ne plus être aspiré par ce qui ne m'appartenait plus. Dans cette phase, j'ai appris une chose essentielle. La vérité
ne rassemblent pas toujours. Parfois, elles séparent. Et cette séparation, quand elle est nécessaire, est déjà une forme de réparation. La nouvelle vie n'a pas commencé par un grand départ, ni par une rupture spectaculaire. Elle s'est installée progressivement, à mesure que je cessais d'attendre que les choses redeviennent comme avant. J'ai compris que l'avant n'était plus un refuge, mais un point de comparaison inutile. Il me fallait autre chose. Un espace où respirer sans calculer, sans anticiper les silences des autres. J'ai trouvé ce lieu presque par hasard. Un petit appartement lumineux, non loin de la mer, suffisamment éloigné pour marquer une distance, suffisamment proche pour ne pas rompre brutalement. Les fenêtres donnaient sur un horizon simple, sans promesse grandiose. Juste une ligne claire, stable, c'était exactement ce dont j'avais besoin. L'installation a été modeste. Quelques meubles, des livres, des objets choisis. Rien qui rappelle l'accumulation des années passées à conserver, pour deux. Ici, chaque chose avait une place définie, non par habitude, mais par désir. Cette différence change tout. Elle rend les gestes plus conscients, les journées plus légères. Les premiers temps, j'ai redécouvert le silence. Pas celui qui écrase, mais celui qui accompagne. Le matin, je prenais mon café face à la fenêtre, sans me presser. Je n'avais plus à synchroniser mes horaires avec ceux de quelqu'un d'autre. Cette liberté-là, je ne l'avais jamais vraiment expérimentée. Elle était à la fois déroutante et profondément apaisante. J'ai fait connaissance avec des voisins, des échanges simples, des sourires sans enjeu. Personne ne savait mon histoire. Et c'était très bien ainsi. J'existais sans rôle assigné, sans passé à justifier. J'étais juste une femme qui habite ici. Cette normalité retrouvée avait quelque chose de réparateur. Peu à peu, j'ai repris des habitudes que j'avais abandonnées. La lecture longue, sans interruption. Les promenades sans but précis. L'écriture surtout. Non pour témoigner, mais pour clarifier. Mettre des mots sur ce que je vivais me permettait de mesurer le chemin parcouru. Les phrases étaient moins chargées, plus nettes. Comme si ma pensée retrouvait sa forme naturelle. La question du pardon s'est imposée, discrètement. Pas comme une obligation morale, mais comme une interrogation intime. Devais-je pardonner pour avancer? Je me suis rendu compte que le pardon, tel qu'on le présente souvent, est mal compris. Il n'est ni un effacement, ni une absolution. Il est un choix personnel, qui ne concerne que celui qui le fait. Et ce choix ne se décrète pas, il mûrit. Pour l'instant, j'ai choisi la sérénité. Ce n'est pas un refus définitif du pardon, mais une priorité. M'y préserver d'abord. Consolider ce nouvel équilibre. Le reste viendrait peut-être. Ou pas. Et cette incertitude ne me pesait plus. Les relations familiales ont évolué. Certaines se sont espacées. D'autres ont repris timidement. Sur de nouvelles bases. Je n'attendais plus de reconnaissance, ni d'excuses parfaites. J'accueillais ce qui venait, dans la mesure de ce que je pouvais offrir, sans me trahir. Cette posture m'évitait les déceptions. Elle me rendait juste. Je me suis surprise à rire à nouveau, parfois. Pas d'un rire éclatant, mais d'un rire calme, sincère. Un rire qui ne cherche pas à masquer quoi que ce soit. Il surgissait dans des moments simples. Une conversation légère, une remarque bienveillante, un souvenir, raconté sans douleur. Ce rire-là me confirmait que la reconstruction était en cours.
La mer jouait un rôle particulier. Je la regardais souvent, changeante mais constante dans son mouvement. Elle me rappelait que les cycles sont naturels, que les ruptures font partie du paysage, et que l'on peut rester entier, que l'on peut restant, ni ma force ni ma lucidité. Elles étaient là, intégrées, silencieuses. Je vivais désormais, sans me demander ce que je aurais dû faire autrement. Cette question stérile avait perdu son pouvoir. Cette nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle n'était pas non plus une fuite. Elle était une continuité choisie. Une manière de dire que l'on peut se relever sans bruit, se redéfinir, sans effacer le passé, avancer, sans se durcir. Et dans cette simplicité retrouvée, je sentais que quelque chose de fondamental s'était rétabli. La confiance en ma propre capacité à décider. Cette confiance-là, plus que tout le reste, était ma véritable renaissance. Je me tiens aujourd'hui, face à ce que j'ai traversé sans chercher à l'embellir. Je n'ai pas besoin de lui donner un sens spectaculaire pour qu'il en ait un. Il a façonné ma manière d'être au monde, et cela suffit. Quand je regarde en arrière, je ne vois plus une suite d'erreurs ou de renoncements, mais un apprentissage long, parfois douloureux, toujours discret. Il y a des souvenirs que je laisse venir sans les retenir. Ils passent comme des silhouettes familières. Certains portent encore une ombre de tristesse, d'autres une douceur inattendue. Je ne les combats plus. Je les accueille comme des preuves de ce que j'ai vécu, non comme des chaînes. Le passé n'a plus besoin d'être corrigé pour que le présent soit habitable. On m'a demandé si je regrettais de ne pas avoir parlé plus tôt. La question est légitime. Mais elle arrive trop tard pour être utile. J'ai parlé quand j'ai pu, avec les outils que j'avais à ce moment-là. La lucidité ne se force pas. Elle se prépare. Et quand elle arrive, elle réclame du calme. Pas des reproches. Je sais maintenant reconnaître les mécanismes qui m'ont tenu à distance de moi. À même. La peur de déranger, la croyance que l'amour exige des concessions silencieuses, l'idée que la paix se maintient en évitant les sujets difficiles. Ces mécanismes sont répandus. Ils se transmettent sans mauvaise intention. Mais ils enferment. Les nommer aujourd'hui est une manière de ne plus leur obéir. Je n'ai pas gagné au sens où l'on gagne une dispute, je n'ai pas perdu non plus. J'ai déplacé le centre de gravité de ma vie. J'ai cessé d'attendre que l'autre me rende ce que je m'étais refusé. J'ai repris ce qui m'appartenait. Le droit de comprendre, de décider, de dire non sans me justifier indéfiniment. La solitude que je craignais tant ne m'a pas avalée. Elle m'a appris la compagnie la plus exigeante, la mienne. Dans cette présence à moi-même, j'ai trouvé une stabilité que je n'avais jamais connue. Elle ne dépend ni des promesses, ni des habitudes, ni des silences arrangés. Elle dépend de la cohérence entre ce que je ressens et ce que je fais. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent encore dans l'entre-deux, là où quelque chose cloche sans jamais se dire clairement, à celles qui portent plus qu'elles ne devraient, à ceux qui confondent loyauté et effacement. Je ne leur dirai pas de partir, ni de se battre. Je leur dirai seulement d'écouter ce malaise discret qui revient quand tout se tait. Il n'est pas un défaut de caractère, il est une information. Il n'y a pas de méthode universelle pour se relever. Il y a des gestes justes posés au bon moment. Parfois, le plus juste est d'attendre. Parfois, c'est d'agir. L'important n'est pas la vitesse, mais l'alignement. Quand on agit aligné, même le silence devient une parole.
Je n'ai pas cherché à être comprise par tous. J'ai cherché à être fidèle à ce que je savais vrai. Cette fidélité-là simplifie beaucoup de choses. Elle réduit le besoin d'explication, apaise les conflits intérieurs, rend les choix plus clairs. Elle ne protège pas de la douleur, mais elle lui donne une direction. Aujourd'hui, je vis sans spectacle. Mes journées ne racontent rien d'extraordinaire. Et c'est précisément ce qui les rend précieuses. Je n'ai plus besoin de me prouver que j'existe par là, de l'être à utilité ou le sacrifice. J'existe parce que je suis là, entière, consciente, debout. Si je devais laisser un message, ce ne serait pas un conseil pressant, ni une injonction au courage. Ce serait une phrase simple, à murmurer quand tout se brouille. Tu as le droit de comprendre ce qui te concerne. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de choisir la clarté, même si elle dérange. Car au terme de ce chemin, j'ai appris une vérité qui ne fait pas de bruit, mais qui tient droit. Le silence peut aussi être une forme de justice.